Bonjour à tous, donc je vais vous emmener un petit peu ailleurs, à Bordeaux, mais pour aborder une question qui concerne toutes les villes qui réfléchissent sur leur avenir, à travers la question du renouvellement urbain. Donc la question que je vais poser plus particulièrement, c'est l'avenir des zones industrielles qui ont perdu leur fonction première, et en particulier des entrepôts, et à travers la question de leur destruction ou de leur reconversion à travers d'autres programmes. Alors, je vais d'abord vous présenter très très rapidement la ville de Bordeaux de façon à ce que vous identifiez les lieux et les questions qui se posent. Donc la ville de Bordeaux, elle a une forme qu'on pourrait aussi qualifiée de régulière, mais à travers un dessin qui est moins géométriquement défini que les quadrillages, qui est la ville radioconcentrique, qui peut être soit géométriquement extrêmement dessinée, comme dans les villes idéales, soit suivre ce schéma que vous voyez sur l'image. Avec un système de plusieurs voies concentriques. Les quais d'abord de la Garonne, qui est le fleuve qui irrigue la ville de Bordeaux et qui fait 500 mètres de large, donc qui est très très large et sensible à la marée. Ensuite, des grandes avenues qui suivent sensiblement le troisième rempart de la ville. Et enfin, les boulevards qui sont tracés au XIXe siècle pour structurer cette ville qui n'a plus de murs. Et donc, on se pose la question de ses limites, hein, donc la limite entre la ville et la campagne. Et on va tracer ces boulevards pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Ensuite, on a un système de voies radiales donc, qui permettent d'aller du centre-ville vers les campagnes qui sont principalement occupées jusqu'à une période assez récente par des vignobles qui sont la richesse de Bordeaux et de sa région. Donc, dans cette ville, on s'est posé la question à partir des années, on peut dire assez tardivement, des années 80-90, de l'avenir de zones industrielles qui étaient tombées en désuétude et qui étaient inoccupées. Donc, ces zones industrielles se situent au nord de la ville, ici, autour des bassins à flot. Je vous ai mis quelques repères. Au sud, en dehors de la photo, ici, on a une autre zone. Et enfin, sur la rive droite, qui était totalement occupée au XIXe siècle par des industries. Et enfin, on voit sur cette photo un quartier très particulier qui s'appelle les Chartrons, qui sont un quartier où étaient installés les négociants depuis le XIVe siècle, selon un modèle très urbain qui combinait à la fois l'habitat du négociant, ses bureaux et les chais qui étaient des entrepôts où on conservait le vin, qui étaient entreposés là avant de prendre le bateau. Hein. Le port s'étendait tout au long de la ville. Alors on se retrouve dans les années 90 avec des friches industrielles de différentes sortes qui vont servir à la ville à s'agrandir au lieu d'aller utiliser des territoires qui étaient cultivés ou qui étaient encore la nature qu'on n'avait pas touchée. On va reconstruire la ville sur elle-même et je vais vous montrer quelques exemples, surtout à l'échelle architecturale, de ces entrepôts qui sont renouvelés à travers des fonctions nouvelles qui vont leur être offertes. Là, on a plusieurs façons de faire quand on récupère un bâtiment. On peut le conserver en tant que tel, c'est-à-dire le restaurer, et puis y insérer à l'intérieur très discrètement une autre fonction. Une autre façon de faire, c'est de l'agrandir quand on a besoin de l'agrandir, mais on peut l'agrandir en l'imitant, on peut l'agrandir aussi en affirmant une architecture contemporaine, à côté, au-dessus, à l'intérieur. On peut le reconstituer, c'est-à-dire qu'on peut essayer de revenir à un état antérieur. Enfin, on a toutes sortes de façons de faire.
qu'on a testé depuis, on va dire, une vingtaine d'années à Bordeaux, à travers des exemples que je vais vous montrer maintenant. Alors souvent, comme c'est le cas aujourd'hui pour d'autres types d'architecture plus récentes, c'est la mise en danger d'un bâtiment, c'est-à-dire sa menace de destruction, qui va soulever des protestations et le sauver en quelque sorte de la destruction. Alors c'est le cas de cet entrepôt. On peut peut-être éteindre un peu les lumières si c'est possible. C'est le cas donc de l'entrepôt Lenné, qui était l'entrepôt des denrées coloniales au nord de la ville, qui est un bâtiment construit en pierre et qui était menacé de destruction dans les années 70. Une association va s'élever et va protester contre cette destruction et va finir par être protégée au titre des monuments historiques, ce qui n'est pas rien. C'est une protection très importante en France. Et la ville va le racheter pour y installer des équipements culturels. Alors plusieurs équipements se sont succédés. Et le principe d'action des architectes qui ont agi sur ce très gros édifice qui s'organise un peu comme un caravansérail sur un plan basilical que vous voyez très mal ici. Le principe donc d'action, ça va être de conserver le bâtiment le plus possible, car il est considéré de grande qualité. Vous voyez ici quelques photos de l'intérieur aujourd'hui. Et d'intégrer les nouvelles fonctions. Il y a par exemple un amphithéâtre qui a été intégré de façon réversible, c'est-à-dire qu'on va d'une part restaurer, préserver et instaurer des éléments nouveaux qui vont être réversibles, c'est-à-dire que si un jour on veut retrouver l'état originel du bâtiment, on pourra les retirer, les détruire ou faire autre chose. Alors on trouve, je vais me limiter bien sûr à quelques exemples seulement, parce qu'on trouve des quartiers dans Bordeaux où la réutilisation d'anciens bâtiments est quasiment la règle et non l'exception. Par exemple, dans un quartier au sud de Bordeaux, le quartier Sainte-Croix, on a une église du XIIe siècle très remaniée au XIXe. On a une chapelle du XVIIe siècle qui est occupée par du logement. On a ici, là-bas derrière, l'ancien couvent de l'église qui a été occupé par du logement pour les personnes âgées au XIXe siècle et aujourd'hui par les Beaux-Arts, depuis la fin du XIXe siècle. Et puis enfin, un théâtre qui va être installé ici dans une ancienne sucrerie, donc une fabrique de sucre, qui était une des industries de Bordeaux au XIXe siècle. Donc on voit ici le bâtiment de la sucrerie a été préservé aussi de l'intérieur et tout le théâtre s'est glissé à l'intérieur de ce bâtiment et a permis de créer un lieu singulier puisqu'on arrive par exemple derrière la scène. Au lieu d'arriver dans la salle par devant la scène, on est obligé de détourner la scène pour pénétrer dans la salle de spectacle. Une deuxième phase est moins discrète puisqu'on voit qu'on a un attique, un dernier étage qui a été ajouté au bâtiment, et puis quelques éléments qui viennent sur la rue transparaître, montrer qu'on a touché à ce bâtiment et qu'on l'a modifié pour y faire quelque chose d'autre. Un exemple très spectaculaire et qui est sans doute le plus connu de Bordeaux, le plus visité aussi, ce sont les quais. Alors, les quais de Bordeaux sont une ligne de 5 km à peu près, presque 5 km, qui a beaucoup changé avec le temps, qui montre bien la souplesse en quelque sorte de ce type d'espace, qui peut être un port seulement, qui peut être un port comme c'était jusqu'au XIXe siècle, un port avec une proximité très grande entre la ville et le port lui-même. Ça peut être, un peu plus tard, un port qui a pris de la distance avec sa ville, avec une succession de hangars, d'entrepôts, le long du port, les grues, et une grille qui isole totalement le port de sa ville. Dans les années 50-60, le port se déplace hors de la ville et toute cette large zone va être donnée à qui? Aux voitures. Dans les années 50-60,
la voiture envahit tout. Donc vous voyez ici les hangars qui sont déserts, les voitures qui envahissent tous les quais, il n'y a plus de port, en stationnement, le reste sur une sorte d'autoroute urbaine le long des quais. Et dans les années 90, on va décider de rendre toute cette zone aux piétons et aux Bordelais donc, et aux promeneurs. Donc on va faire ce qu'on appelle, on va faire une expérience qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme tactique en 93-94, qui est d'ouvrir tout simplement cette zone portuaire aux habitants. Et cette ouverture va avoir beaucoup de succès. Tous les habitants vont venir se promener le dimanche sur ces quais. Vous voyez juste quelques éléments qui viennent habiter le lieu, proposer aux habitants des bancs très rustiques. Et le succès d'investissement par les Bordelais et par les touristes, quelques années plus tard, vont induire un concours en 1999 pour l'aménagement de ces quais. Alors l'aménagement de ces quais, je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais toute cette zone est transformée en différentes séquences qu'on voit ici sur 4 km et demi de jardins, de zones de loisirs, etc. Et surtout avec une réduction drastique de la voiture. On a encore la place de la voiture, mais on a un tramway qui parcourt ces quais et une place minimaliste laissée à la voiture. Et on réutilise en même temps ces entrepôts. Ces entrepôts qui ponctuaient tout le port de Bordeaux vont être utilisés pour certains d'entre eux, détruits pour d'autres, selon le lieu où ils se situent. Alors le premier, c'est un des plus secrets, puisqu'il était souterrain, en face de la place de la Bourse, qui est l'endroit le plus glorieux du XVIIIe siècle de la ville de Bordeaux. Quand on avait construit les hangars dans les années 1930, on avait fait celui-là souterrain. Donc il était sous terre, discret. Et aujourd'hui, il a permis, dans les années 90, donc à la fin des années 90, d'insérer toutes les machineries du miroir d'eau, de ce miroir d'eau qui fait aujourd'hui l'image de Bordeaux, l'image du patrimoine mondial bordelais qui est sur les affiches des autoroutes, par exemple, qui est devenu ce que le maire de la ville appelle la Tour Eiffel de Bordeaux. Donc vous voyez plusieurs images. Ici, la place de la Bourse envahie par la voiture, avec le hangar dessous. Ici, on voit le hangar un peu plus avant, en construction, et puis l'état aujourd'hui. Donc le hangar devenu invisible, mais réutilisé malgré tout, d'une façon technique. Et puis ensuite, à partir de la place de la Bourse jusqu'au hangar numéro 14, on a détruit toute une série de hangars pour laisser la place au jardin. Et les autres, donc entre les numéros 14 et 20, ont été récupérés après un concours pour y mettre des bureaux, des commerces et des parkings. Alors, les parkings sont dans un des hangars et sur les toits, ce qui est une façon de garer les voitures qui est intéressante dans le paysage puisqu'elles deviennent invisibles. On a des voitures qui sont garées sur tous les toits de tous ces hangars, qui sont tout simplement repeints dans d'autres couleurs, qui peuvent paraître un peu bizarres d'ailleurs, par ailleurs. Et pour l'un d'entre eux, le premier, qui est agrandi et modernisé pour faire un lieu d'exposition, de congrès, de réunions, de manifestations diverses. Voilà une vue de tous ces hangars qui se succèdent à partir du numéro 14 donc jusqu'au bout, et qui trouve un grand succès, surtout pour la promenade du dimanche, plus que par les commerces qui sont installés à cet endroit et qui sont un petit peu trop loin du centre-ville. À un bout, on a la maison des dockers qu'on va conserver aussi et qui va être transformée en maison éco-citoyenne, donc un lieu pédagogique sur tout ce qui concerne la construction écologique notamment. Au nord, on va protéger aussi un hangar, lui aussi en danger de destruction, qui est un rescapé en quelque sorte d'une architecture très peu présente à Bordeaux, les hangars en briques. À Bordeaux, on construisait les hangars en pierre ou en bois. Et celui-ci est en briques et donc on l'a agrandi
C'est du tertiaire, c'est des bureaux qui ont été installés ici, avec un bâtiment contemporain qui fait un clin d'œil en quelque sorte au bâtiment qu'on a conservé par l'usage de ces structures en briques. Un peu plus loin, on arrive à une période dans les années 2000 où ce n'est plus exceptionnel de conserver des hangars, et au contraire, on voit apparaître, dans le monde de l'architecture en tout cas, une certaine mode, on pourrait dire, ou un courant d'idées, qui fait que ça devient très moderne d'habiter des hangars anciens en les modernisant et en changeant leur fonction. Alors sur les bassins à flot, par exemple, on a le hangar dit le hangar G2, qui va être refait par une agence d'architecture importante de la ville de Bordeaux et qui va démarrer, qui va être le signe du démarrage d'une grande zone de reconversion d'une zone industrielle qui là ne conservera pas beaucoup de bâtiments anciens, mais dedans vont s'installer l'agence d'urbanisme de la ville, par exemple, un éditeur qui travaille surtout sur l'Aquitaine, plusieurs bureaux d'architectes. Donc on voit bien que là, on a une tendance en quelque sorte à la conservation et à l'occupation de ces hangars anciens qui s'installent dans la ville. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué au sud, sur une partie des quais qui fait aussi l'objet d'un grand projet. C'est un peu plus compliqué pour conserver ce bâtiment que vous voyez ici sur la photo. Normalement, il y avait un dessin du projet dessous. Et qui est un bâtiment des années 30, de l'entre-deux-guerres, en béton. Et il a fallu que les services du patrimoine de la ville de Bordeaux se battent avec les promoteurs pour qu'on en conserve une partie. Ici, vous voyez le chantier, on conserve une partie avec... il va y avoir à l'intérieur des restaurants et des commerces de bouche. Et enfin, on va reconquérir la rive droite depuis les années 90 aussi, à travers des projets urbains sur lesquels je n'aurai pas le temps de parler ce soir, mais aussi en récupérant quelques hangars. Donc je vais vous en montrer deux projets qui sont deux projets importants. Le premier, c'est l'installation d'une structure privée, écologique, économico-écologique, qui s'appelle Darwin et qui reçoit depuis beaucoup de visiteurs et qui a une renommée nationale, voire internationale. Et un deuxième hangar ici, qui était un entrepôt de marchandises, de denrées alimentaires, et qu'on appelle couramment la halle aux farines, et que la ville va racheter pour y installer des archives municipales. Et en passant, je vous montre aussi dans la série des symboles par le monde de l'architecture, l'installation de l'ordre des architectes, donc la structure liée à la profession des architectes, qui va quitter le XVIIIe siècle, le glorieux XVIIIe siècle du centre-ville, pour venir s'installer dans un hangar sur la rive droite, une ancienne structure qui s'occupait d'électricité, je crois. Donc a été conservée, elle aussi, dans son aspect d'origine, en touchant le moins de choses possible, et tout ce qui a été touché est non pas forcément réversible, mais identifié par la couleur blanche. Tout ce qui a été rajouté est peint en blanc et il y a une extension à l'extérieur. Voilà une image de Darwin. Alors Darwin va s'installer, va négocier longuement pour racheter cet ancien entrepôt des magasins généraux, encore des entrepôts de conservation de l'armée, à l'époque, à la fin du XIXe siècle. Et ils vont négocier pour racheter une partie de ces entrepôts et occuper les autres à titre provisoire. Ils sont aujourd'hui en conflit, en très fort conflit, avec le promoteur de la zone du nouveau quartier qu'il y a à côté, qui veut récupérer ces terrains occupés de façon provisoire pour y installer le nouveau quartier. Et donc il y a une bataille entre Darwin, qui est une image de marque pour la ville de Bordeaux, mais qui est une structure privée, qui va rénover certains des bâtiments et les occuper
en laissant certains dans l'état où ils sont, en les entretenant simplement, en faisant des lieux de sport, des lieux de graphisme aussi, de graphes muraux, de la restauration, de l'accueil d'entreprises, d'économie verte, etc., etc. Des fermes expérimentales, du logement provisoire pour des gens qui étaient dans la rue, à travers des anciens petits logements des années 60 qu'ils ont rachetés, qui étaient à vendre, des ruches urbaines, etc., etc., de l'aquaponie. Et puis enfin, le projet des archives, c'est les derniers projets que je vous montrerai, sur la récupération d'un hangar en équipement. Les archives ont fait l'objet d'un concours gagné par deux architectes qui ont une certaine notoriété, qui sont Robrecht et Dame, qui vont proposer de construire une boîte dans la boîte, en quelque sorte. Et là, la boîte neuve, l'architecture nouvelle, va surmonter l'ancien bâtiment, dont il ne restait que l'enveloppe. Un incendie avait détruit la charpente. Donc là, vous avez une petite maquette en coupe qui vous montre le bâtiment qui vient s'insérer dans l'enveloppe existante qui est conservée sur les parties basses et qui vient sous un grand toit et qui va créer ici la salle de lecture qui va être surmontée par les magasins de conservation des archives, qui, comme le poids du temps en quelque sorte, va surmonter la salle où vont s'installer les gens qui viennent consulter ces archives. Et puis on a un agrandissement, une aile latérale, qui vient former un grand parvis à ce nouveau bâtiment des archives qui se veut ouvert au public, plus largement même que spécifiquement aux chercheurs. Alors ici, les images du chantier vous montrent la façon dont on a joué entre l'ancien et le nouveau, en voyant, en observant qu'en fait, en quelque sorte, c'est pas forcément, c'est pas souvent d'ailleurs une mesure économique de conserver un bâtiment existant, mais c'est une façon de s'inscrire dans une histoire. Et c'est ça qui paraît très important aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans l'histoire d'un site ou dans l'histoire d'un bâtiment et de lui créer une nouvelle vie, mais qui est une vie singulière, qui est la propre vie du bâtiment et du site, en échappant à l'architecture internationale, par exemple, et qui n'a pas d'identité particulière. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle on conserve ces bâtiments et pas une raison forcément économique. Là, on voit bien que la façade du bâtiment est récupérée. Elle va servir de paroi entre le dedans et le dehors. Mais le bâtiment, en réalité, des archives est à l'intérieur. Il a des fondations autonomes, etc., etc. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé, avec les magasins que vous voyez ici en porte-à-faux au-dessus de la salle de lecture qui ouvre sur le parvis commun. Je vais maintenant montrer quelques exemples avec un autre type de programme qui sont des logements. Comment mettre des logements dans d'anciens entrepôts, et notamment dans des entrepôts à vin. Dans ce quartier des Chartrons que je vous ai montré sur la photo aérienne tout à l'heure, qui est au sud ici, au nord pardon, de la ville, et qui donne sa façade à la ville sur cette partie de la Garonne, et qui est constitué donc d'un modèle particulier qui va combiner dans un premier... Alors ici, on a un parcellaire très étroit, de 10 à 12 mètres de large, et qui peut s'étendre sur 70 à 300 mètres pour les plus grands. Donc ça combine un premier immeuble, qui est l'immeuble où l'appartement du négociant se situe, une cour, un deuxième immeuble, une seconde cour, et puis le chai, donc l'entrepôt à vin, qui va s'étendre à l'arrière sur une très très grande longueur. À partir des années 60, ces chais ne servent plus, ne sont plus du tout adaptés
à la conservation du vin, à son transport, etc. Et donc on a une espèce de friche industrielle urbaine en ville. Seule la façade ici composée du double immeuble vit encore, est habitée, mais tous les chais sont vides. Donc vous voyez ici une photo aérienne avec les doubles immeubles et puis à l'arrière les chais qui s'étendaient sur une longueur plus ou moins grande, on a des plus courts ici. Et voilà l'ambiance qu'il y avait dans le quartier dans les années 80. Donc, dans les années 80, la ville, toutes les villes, mais en particulier la ville de Bordeaux, est envahie par la voiture. Et donc là, c'est tellement vide qu'il n'y a même pas de voiture. Vous voyez, les chais, cela longe les rues. Il n'y a plus rien du tout. Et donc, c'est un promoteur privé qui va avoir l'idée de récupérer ces chais pour en faire des maisons. Il va faire appel à un architecte qui s'appelle Bernard Buller, qui est un enfant des Chartrons, qui a vécu là, qui connaît bien le quartier. Et il va démarrer une première opération avec un promoteur privé, puis il va construire de l'habitat social, et d'autres promoteurs, privés et publics, vont commencer à investir ces chais, qui sont en général construits en pierre. Et l'idée de Bernard Buller, ça va être de conserver le paysage urbain, donc de créer une continuité historique du paysage de la ville à travers ces murs de pierre. Et il va créer à l'arrière une deuxième façade. Donc on va caler 2 minutes. Une double peau ici. Et puis l'étage des chambres, qui est le plus sombre, et en haut l'étage des logements. Et il va multiplier ces opérations, il va être suivi par d'autres promoteurs et d'autres architectes dans ce quartier des Chartrons, qui va faire l'objet de rénovations quelquefois plus lourdes aussi. Ici, on a un quartier entier où la technique de filiation avec le temps, ça va être de conserver le parcellaire en détruisant un chai sur deux. Donc en détruisant un chai sur deux, on va pouvoir alterner un plein, un vide, et avoir un quartier qui va se composer d'anciens et de nouveaux. Donc on va avoir des chais conservés, ici par exemple, des bâtiments neufs qui vont se combiner avec eux. Ici on a un chai qui a été détruit, les deux conservés, et puis au-dessus, on a fait une sorte de passage qui fait que cette façon de faire fait que quand on habite ici, on n'habite pas ailleurs dans Bordeaux ni ailleurs dans une autre ville. On est vraiment dans un lieu précis qui a sa propre histoire et cette histoire en fait se continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais passer sur ces exemples. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout une exception que d'agir de cette façon-là, puisque même des entrepôts qui étaient destinés à la destruction dans le règlement d'urbanisme de la ville, parfois les architectes et les maîtres d'ouvrage proposent de les conserver. C'est le cas de celui-ci, par exemple, dont les architectes ont pensé que c'était plutôt intéressant de conserver leur façade et de disposer à l'intérieur sans que ça perturbe le paysage public, le paysage de la rue, d'installer des logements familiaux et des logements étudiants. Ici, on a aussi un autre cas où c'est l'organisation de grands entrepôts autour d'une vaste cour qui va dicter l'organisation d'un nouveau groupe de logements où vont se mêler les anciens chais, dont on voit la série ici de pignons, avec une architecture nouvelle qui va se glisser derrière et à l'intérieur. Donc on aura toujours un mélange et un entrelacement, en quelque sorte, entre l'ancien et le nouveau. Et l'organisation de ce groupe de logements est dictée par ce qui était déjà là. Alors la reconversion, la conservation d'entrepôts de ce type, ça a l'intérêt, donc ce sur quoi j'ai insisté, c'est d'inscrire une opération dans une filiation historique, de faire aussi, de nourrir l'imagination et la créativité. On peut dire que la contrainte crée la créativité et qu'à chaque fois, on va avoir des projets singuliers et originaux, entre guillemets, sauf peut-être quand on pousse à l'excès cette conservation, comme par exemple ici, avec cette grosse
cette grosse opération de logement où vous voyez qu'on a conservé seulement la façade, c'est ce qu'on appelle le façadisme en France, je ne sais pas si vous en parlez ici. On conserve juste un mur qui, pour le maître d'ouvrage, sans doute, est une façon de vendre des vieilles pierres, et les Français aiment bien les vieilles pierres. Ils aiment tant ça qu'ils ont des difficultés aujourd'hui. On a l'impression que l'architecture du XXe siècle, dont parlera Gilles Rago demain, a beaucoup de mal à se faire accepter de la même façon que les bâtiments plus anciens par les Français. Et aujourd'hui encore, on détruit assez souvent un héritage moderne. Et dans la plupart des cas, quand on va en conserver des éléments qui paraissent, en tout cas aux historiens et aux architectes, des éléments essentiels, ça va être au moment où ils sont menacés de destruction. Alors à Bordeaux, par exemple, on a une caserne de pompiers sur la rive droite qui est un bâtiment manifeste de la modernité au début des années 50, qui a failli être détruit et qui a été défendu par une association. On a une caisse d'épargne par l'architecte Edmond Lay qui a failli aussi être vendue à une grande surface voisine qui souhaitait la détruire et qui va aujourd'hui être transformée en hôtel, ou la salle des fêtes d'un grand ensemble qui a été récemment rénovée et rendue à sa mission première après une vingtaine d'années de fermeture. Alors aujourd'hui, on voit évoluer un petit peu les regards sur l'architecture du XXe siècle, avec quelques architectes notamment qui défendent l'idée qu'il ne faut rien détruire. Et par exemple, ici, ils proposent de rénover en quelque sorte ces bâtiments de ce grand ensemble en y ajoutant une deuxième façade qui agrandit en même temps les appartements et qui n'est pas sans rappeler ce que font les habitants de Bichkek eux-mêmes en construisant des vérandas à la place des balcons pour créer une double façade et récupérer de la surface dans leurs appartements. Voilà, petit clin d'œil à Bichkek avec lequel j'ai fait connaissance seulement hier. Je vous remercie.